Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la deuxième vidéo de notre série sur l'Est indienne entre les mains de Kasparov. Et aujourd'hui, Romu, nous allons parler de la structure Semish. Oui, donc c'est une structure relativement commune et très, très populaire. Donc la structure Semish arrive après les coups constitutifs, donc D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4, D6, F3. Donc l'idée de F3 est d'avoir un centre relativement solide, puisque le pion F3 consolide le pion E4. Donc les blancs, c'est un choix relativement solide. Et la deuxième idée est également de pouvoir développer le fou sur E3 sans craindre des coups comme cavalier G4. Alors pourquoi mettre le fou sur E3 ? On avait déjà un peu évoqué l'idée lors de notre première vidéo. Les noirs laissent les blancs s'installer au centre et ensuite aiment bien contre-attaquer sur ce centre de pion et notamment sur la case D4. La case D4 parce qu'elle est dans le viseur notamment du fou G7. Et donc les noirs vont souvent chercher à contre-attaquer sur ce centre grâce au coup E5 ou C5. Et donc les blancs ont souvent l'idée de consolider ce point sensible en jouant fou E3. Et donc ils ont en jouant F3 l'idée d'éviter le coup cavalier G4 qui perturberait un peu leur plan. Donc après F3, les noirs, donc on l'a dit, ont plusieurs façons d'essayer d'attaquer le centre et souvent ça passe par le coup E5. Mais ici, dans cette première partie, Kasparov, qui avait 13 ans, dans sa partie contre le Poutian, donc le grand maître arménien très très connu, a joué le coup un peu moins populaire, cavalier C6, mais qui a quand même la même idée, à savoir avoir un œil sur le pion D4, et ensuite seulement, éventuellement, attaquer avec E5, et donc fragiliser un peu ce point où convergent toutes les forces noires. Le Poutian, dans la partie, a joué fou E3, donc le coup normal. Et là, peut-être un coup encore un peu mystérieux, mais qui va trouver sa logique grâce à nos explications. Le coup A6. Alors, effectivement, c'est quand même assez mystérieux. Quel est l'intérêt de ce coup, sachant que ça ne fait rien pour le centre, en tout cas pas directement, et pendant ce temps-là, les noirs ne sont pas en train de se développer, donc il semble que le jeune Kasparov ne respecte pas les principes basiques. Alors, évidemment, ça peut paraître risqué de laisser le centre aux mains des blancs aussi facilement, mais on l'a dit, une des idées de l'Est indienne, c'est de laisser les blancs s'installer au centre comme ils le souhaitent, et ensuite de chatouiller un peu les pions centraux. Donc on a parlé pas mal du pion D4, qui sera tôt ou tard attaqué par le coup E5, mais en jouant à A6, les noirs vont essayer de chercher du contre-jeu et d'attaquer le centre adverse par le coup B5, donc avec certainement un coup préparatoire comme tour B8, et ensuite jouer B5 de façon à attaquer le pion C4, éventuellement ouvrir la colonne B qui peut permettre l'activation notamment de la tour A8, et par conséquent essayer de trouver du dynamisme. On a bien compris que l'Est indienne, c'est une défense où les pièces doivent absolument vivre, puisqu'on manque un peu d'espace, du moins au départ, et donc il faut ensuite chercher à contre-attaquer pour que nos pièces puissent trouver des places relativement actives et menaçantes. Oui, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que en ayant joué le coup F3, au-delà de tout ce que tu nous as expliqué, la consolidation du centre et le fait d'éviter cavalier G4 pour pouvoir jouer fou E3 tranquillement, peut-être que les blancs sont en train de préparer éventuellement le grand roc pour obtenir une position avec les rocs opposés et un petit peu comme dans une sicilienne dragon, essayer d'attaquer avec H4, H5, éventuellement G4 si besoin. Donc le fait d'être prêt à intervenir à l'aile dame, ça peut aussi nous permettre de ne pas prendre de retard au niveau de la course, non ? Ouais, complètement. Ouais. On joue un peu sur tous les tableaux et on essaie d'anticiper les différentes possibilités. Et donc effectivement, en cas de grand roc, la poussée de B5 gagnera encore plus en force. Tout à fait. Donc là, le grand maître arménien a joué dame D2.
bon, qui est un coup complètement logique et qui rentre dans la logique de ce que tu viens d'expliquer. Kasparov continue par tour B8, donc un coup naturel par rapport à ce qu'on vient de dire. Et là, le Poutian joue le coup un peu énigmatique. Alors, il y a une idée bien sûr, mais c'est peut-être pas le premier coup qui vient à l'esprit. Il joue tour B1. Ouais, effectivement, ça c'est pas le premier coup qui nous vient à l'esprit parce que les blancs n'auront plus le droit de faire le grand roc. Ce coup tour B1 ne semble pas extrêmement actif et on se serait plutôt attendu à cavalier E2 qui d'ailleurs est probablement le coup le plus naturel dans cette position. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de tour B1 ? Quelles sont les idées qui se cachent derrière ce coup-là ? Alors, je pense qu'il a dû comprendre, bien sûr, que les Noirs étaient prêts à contre-attaquer sur l'aile dame, et donc il n'a peut-être pas eu envie de placer son roi là où les Noirs sont capables d'ouvrir le jeu. Et donc, il a privilégié le coup tour B1 de façon à pouvoir avoir en réserve le coup B4 et ensuite essayer d'attaquer sur l'aile dame. Donc développer l'aile roi en jouant certainement cavalier E2, puis en rebougeant le cavalier pour sortir le fou et faire petit roc. Et ensuite avoir les mains libres sur l'aile dame pour jouer B4, peut-être B5, C5, enfin essayer de trouver du jeu sur cette aile. Et en même temps freiner l'expansion des Noirs sur ce côté. Donc c'est une stratégie un peu ambitieuse, mais quand même qui a un inconvénient majeur, c'est que le développement des Blancs est relativement retardé, puisqu'on note la présence de la tour en H1, le cavalier en G1 et le fou en F1. Déjà que le coup F3, on ne l'a pas évoqué, mais c'est quand même important de le dire, on a parlé surtout que ce coup renforçait le centre, mais ça a un inconvénient majeur, c'est que ça prive le cavalier G1 de sa case naturelle F3. Et ça tout en créant des affaiblissements. Ouais. Tout à fait. Ok, donc tour B1, si on comprend bien ce que tu nous dis, c'est que ça essaie d'anticiper le jeu des Noirs. C'est très ambitieux parce qu'on a joué F3, fou E3, dame D2 plutôt pour attaquer à l'aile roi, a priori, et puis maintenant on veut aussi jouer à l'aile dame. Donc le fait de vouloir jouer sur tout l'échiquier, ça peut être une grande réussite, mais ça peut aussi occasionner des catastrophes dans la mesure où c'est difficile de contrôler l'échiquier dans son ensemble et de jouer un petit peu partout. D'ailleurs, c'est, on va dire, sans tout dévoiler, c'est probablement à cause de cette stratégie très ambitieuse que les Blancs vont finir par subir les foudres de Kasparov. Ouais, alors voyons la suite. Kasparov a roqué, ce qui est naturel. Et ici, B4, donc il a de la suite dans les idées, il a joué tour B1 pour pousser le pion, il y va. Alors comment est-ce qu'on traite ça ? Parce que quand on n'a pas l'habitude de l'Est indienne, on se dit, mon adversaire a déjà 4 pions sur la 4e rangée, éventuellement il serait capable d'en rajouter un 5e, et pourquoi pas un 6e et un 7e. Comment on fait pour résister à cette avalanche ? Alors maintenant que le roi est sécurisé, puisque les Noirs viennent d'effectuer le petit roc, on a joué quand même quelques coups préparatoires. Maintenant il faut y aller quand même, parce que bon, c'est bien beau de laisser le centre au blanc, mais à un moment il faut quand même réagir, sinon on va se faire littéralement enfoncer. Et donc la réaction passe par le coup E5, donc le coup standard. C'est juste que les Noirs ont retardé un tout petit peu cette poussée, mais bien évidemment, ils ne peuvent pas s'en priver totalement. Et donc en jouant à E5, ils justifient le placement de leur cavalier en C6, qui exerce également une pression sur le pion D4, et on essaie d'ouvrir le centre. On vient de dire que les Blancs sont en retard de développement, donc naturellement, les Noirs, eux, ont roqué, donc ont mis leur roi en sécurité. Donc maintenant, ils sont prêts à ouvrir le centre pour punir, en tout cas tenter de punir, la stratégie relativement ambitieuse des Blancs. Donc en toute logique, les Blancs, eux, vont plutôt chercher à fermer le centre. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le coup de D5. Et maintenant, on va avoir sous les yeux un coup extrêmement thématique de l'Est indienne, mais aussi de toutes les parties dans lesquelles les Noirs placent un fou en fianchetto en G7. On va exploiter la case D4. Oui, bien évidemment. Là, il faut donc chercher à ouvrir le jeu, on l'a bien compris. Et donc, il est hors de question de reculer le cavalier, notamment sur la case E7, parce que ça ne créerait aucune menace et aucun jeu dynamique. Et les Blancs pourraient tranquillement finir leur développement et ensuite avoir les mains libres sur l'aile dame, où ils ont déjà pas mal d'espace, puisqu'ils
Ils ont notamment joué le coup B4 et ils sont prêts tôt ou tard à faire la poussée C5 et ouvrir le jeu de manière inéluctable, sans compter qu'avec les noirs, on a quand même joué des coups comme A6 et tour B8 qui ne sont pas franchement des coups qui sont utiles dans ce genre de situation. Ouais, pour ceux qui ont vu, excuse-moi, je te coupe, pour ceux qui ont vu la première vidéo, ici on a vraiment l'impression que les blancs ont pris de l'avance parce que dans la première vidéo dans laquelle les blancs développaient le cavalier sur F3, il leur fallait perdre un temps en bougeant le cavalier pour finalement réussir à jouer F3 pour solidifier leur structure. Et ensuite, c'était très long d'attaquer sur l'aile dame. Ici, on a l'impression que les blancs ont gagné du temps justement par rapport à ces scénarios, et du coup, ça serait pas une très très bonne version. Alors, comment faire pour éviter cette mauvaise version et pour dynamiser le jeu noir au lieu de jouer cavalier E7? Bah, tout simplement placer un cavalier sur D4. Donc on l'incruste bien au centre dans la position blanche. Et au premier abord, ça donne un pion, mais en fait, ce pion n'est absolument pas comestible. Alors, déjà pour une raison tactique, mais même ne serait-ce qu'au niveau positionnel, ce genre de sacrifice de pion ne doit absolument pas faire peur aux joueurs qui désiraient jouer l'Est indienne, parce que le fou en G7 rayonne, les cases noires sont extrêmement faibles. Par le coup F3, on l'a dit tout à l'heure, les cases noires ont été affaiblies. Là, on voit que tous les pions centraux sont sur case blanche. La disparition du fou de case noire est quelque chose de problématique pour les blancs dans ce genre de situation. On a la case E5. Bon, bref. Sur les cases noires, les noirs sont en clairement supériorité. Mais en plus, au-delà de ça, il y a une idée tactique qui est très classique et qu'il faut avoir en tête, c'est cavalier prend E4. Donc, qui attaque la dame, qui permet au fou G7 extrêmement fort de se réveiller. On attaque aussi le cavalier C3 qui manque de protection, et on comprend qu'en plus, après dame prend E4, on ne serait même pas obligé de récupérer notre cavalier sur C3, on pourrait tranquillement jouer tour E8. Voilà, peut-être que fou prend C3 est plus précis, mais en tout cas, pour montrer quelques thèmes possibles, on va dire, on a différentes idées qui font que très clairement, les blancs sont extrêmement en retard et vont souffrir. Quelquefois, ce n'est ni tour E8 ni fou prend C3 qui va être disponible. Ça peut être aussi parfois fou F5 avec des enfilades entre la dame E4 et la tour B1. Bref, il y a énormément d'idées tactiques. Et ce qui est certain, c'est qu'aucun joueur expérimenté avec les blancs n'aurait envie de venir prendre ce pion et de définitivement abandonner le contrôle des cases noires à son adversaire. Ouais, non, bien sûr. D'autant plus avec un roi aussi exposé et pas vraiment prêt à roquer en plus. Tout à fait. Donc ici, c'est sans grande surprise que les blancs ont joué cavalier GE2 avec l'idée de contester un peu le contrôle de cette case D4 et de poser une question à ce cavalier qui vient un peu nous empoisonner la vie avec les blancs. Et là, bien sûr, si les noirs échangent en E2, les blancs font une bonne opération parce que les noirs auront joué 3 fois le cavalier pour finalement aller l'échanger et aider le développement du fou F1. Et du coup, les blancs seraient prêts à roquer. Et là, on pourrait juste admettre que les blancs sont relativement en avance. Après petit rock, ils sont prêts à ouvrir le jeu, comme on l'a dit. Et les noirs n'ont pas vraiment de jeu actif. Donc prendre en E2 n'est clairement pas la bonne idée. Là, il faut essayer de justifier tout ce qu'on vient de faire. Donc, je vous rappelle qu'on a joué cavalier C6, on a joué E5, on a fait cavalier D4. Donc, l'idée, c'est vraiment de contrôler cette case D4 tout en essayant d'ouvrir le jeu. Et donc, sans grande surprise, quand on sait ça, le coup de Kasparov, et évidemment le bon coup, c'est le coup C5. Ok, donc on reprend le contrôle de la case D4, en tout cas on l'augmente, et on offre la possibilité à l'adversaire de faire différents échanges, mais qui auraient pour avantage pour les noirs d'ouvrir complètement la position, ce qui nous intéresse encore une fois à cause de ce roi au centre. Par exemple, un coup comme B prend C5, D prend C5, ça ne serait pas valable, très probablement parce que les noirs ensuite transféreraient leur cavalier sur la meilleure case de l'échiquier pour lui, c'est-à-dire la case D6, et on aurait à notre disposition 2 leviers extrêmement importants, l'un en F5 et l'autre en B5, et très clairement, ici, les noirs prendraient une initiative assez prometteuse, on va dire. Alors, ce qu'a fait le joueur avec les blancs, c'est qu'il a accepté un échange de pions, mais en faisant la prise en passant. Donc son idée, c'est d'éliminer l'un des défenseurs de la case D4, parce qu'on comprend bien que ce cavalier D4,
c'est très gênant quand on a les blancs de supporter ce cavalier-là. Donc il élimine l'un des défenseurs, et ici Kasparov décide de rester dans le mode gambit. Il aurait pu reprendre du cavalier, c'était peut-être une possibilité, mais ça n'aurait pas été fidèle à son style très ambitieux, on va dire, et il a préféré reprendre du pion, sacrifiant désormais le pion central en D4, mais précédemment on sacrifiait ce pion-là pour éliminer le fou de case noire de l'adversaire, ici on le fait sans éliminer le fou de case noire. Alors, comment est-ce que tu peux nous expliquer que c'est malgré tout intéressant pour les noirs d'avoir sacrifié ce pion ? Il y a deux idées dans le sacrifice de pion. Il y a les cases noires si c'est le fou qui s'échange contre le cavalier, mais c'est aussi et surtout l'ouverture du centre. On l'a dit, l'inconvénient majeur du choix d'ouverture des blancs, c'est le roi qui est encore au centre, et donc tant que le centre est fermé ou stable chez les blancs, ça va, mais si ça vient à s'ouvrir, le roi blanc peut avoir quelques problèmes. Et donc ici, c'est pour cette raison que Kasparov n'a pas vraiment peur de donner le pion D4, puisque maintenant on voit que la colonne E s'est ouverte, notamment, et donc la tour peut s'y rendre. C'est le coup qu'a joué Kasparov dans la partie, mais c'est pas forcément le meilleur coup, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas le seul coup intéressant. Il y avait une possibilité qui était vraiment dans l'esprit, en tout cas, c'est le coup C5. Oui, qui d'ailleurs va faire écho à ce qui va se passer dans la partie, puisque c'est une possibilité que Kasparov a exploitée un petit peu plus tard, mais il a préféré finalement jouer tour 8 avant. Alors là, ce que ça va nous montrer, cette variante, c'est que quelqu'un qui veut jouer l'Est indienne est quand même obligé de s'employer du point de vue tactique. Parce que bien sûr, on peut décider de sacrifier un pion stratégiquement, en faisant confiance à sa position et aux compensations, on va dire, naturelles. Mais au bout d'un moment, il faut quand même pouvoir prouver par A plus B que notre idée est la bonne. Et ici, il fallait avoir calculé si C5 était valable ou pas. Donc, ce qu'a calculé Kasparov avant de se décider pour tour 8, c'est qu'après C5, pion prend C5, il y avait ici une possibilité avec cavalier prend E4. Alors ça, c'est quand même un coup particulièrement spectaculaire. On va essayer d'expliquer les idées. La première, c'est que les deux tours se faisant face, c'était d'ailleurs l'idée de C5, c'était d'éliminer le pion B4 ou de dévier le pion B4. La tour B1 n'est défendue que par le cavalier C3, donc on vient essayer d'exploiter sa surcharge, mais par la même occasion, lorsqu'on joue cavalier F6 prend E4, on ouvre à la fois la diagonale du fou G7, mais aussi la diagonale de la dame de D8 vers H4, et enfin la colonne E. Donc cavalier prend E4, c'est un coup extrêmement dynamique qui cherche à prendre de vitesse finalement les blancs et qui cherche à exploiter une jolie géométrie, on va dire, puisqu'après F prend E4, qui est quasiment forcé, les noirs jouent tour prend B1 échec, et après cavalier prend B1, le pion E4 n'est plus défendu, on va chercher à exploiter ça par dame H4 échec, et sur roi D1, dame prend E4, on attaque différentes choses, on n'a pas laissé le temps aux blancs de faire tout ce qu'ils voulaient, et les noirs vont pouvoir récupérer le matériel investi. Cependant, tout au bout de la variante, après fou prend G7, dame prend B1, dame C1, fou G4 échec, histoire de gagner un tempo pour se développer, on doit échanger les dames, et on récupère notre matériel en G7. Tout à la fin de cette variante, les blancs peuvent prendre sur D6, et cette finale a été jugée comme pas suffisamment claire par Kasparov. On pourrait continuer et se rendre compte que pour l'instant personne n'a vraiment d'avantage et que peut-être que la partie va se finir par la nulle, mais en tout cas il fallait, pour réussir à se décider entre le 14e coup C5 ou le 14e coup qui a été joué tour 8, il fallait avoir une petite idée de ce qui se passait. Alors effectivement c'est très impressionnant, il faut calculer longtemps à l'avance, mais on ne peut pas jouer l'Est indienne sans calculer, hein, Romu. Non, parce qu'on concède l'espace aux blancs dès les premiers coups. Ensuite, on doit réagir de manière relativement énergique. Et ça passe forcément par la tactique et le calcul. Donc, si on n'est pas prêt à sacrifier du matériel, à calculer des variantes tactiques comme celle-là, ça risque d'être compliqué de trouver du jeu et donc d'avoir une position acceptable. Donc oui, c'est un effort qu'il faut faire si on souhaite jouer l'Est indienne. Il faut travailler la tactique et le calcul en parallèle. Donc Kasparov visiblement avait bien travaillé le calcul et la tactique en parallèle puisqu'il a joué tour 8.
Ok. Donc c'est un coup complètement naturel, bien évidemment, qui reste dans l'esprit de ce qu'on vient de dire. En plaçant la tour en face du roi, il a peut-être pour idée de préparer le même type de variante avec C5 comme on vient de voir, mais en renforçant donc la variante puisque la tour en E8 sera forcément mieux placée en face du roi. Mais il y a aussi une idée bonus, c'est qu'il y a le coup de D5 qui peut arriver pour exploiter justement le pion E4 qui est cloué. Donc en jouant tour E8, il est totalement dans l'esprit et c'est ça qu'on veut vous faire découvrir au travers des parties qu'on regarde aujourd'hui. C'est pas vraiment, encore une fois, de faire une étude exhaustive de tous les coups possibles, mais c'est au travers des parties du spécialiste numéro 1 de l'ouverture de vous montrer un peu l'esprit et ouais, les choses thématiques qu'il y a que l'on peut rencontrer dans l'Est indienne. Donc après tour E8, le coup de Tian a joué un coup alors qui a été qualifié de douteux après coup, mais qu'il faut admettre est complètement logique, et c'est bien ça le drame pour lui, c'est que malheureusement les coups logiques dans cette position n'étaient pas forcément les meilleurs. Il a joué le coup fou E2, qui est un coup complètement humain, puisqu'il finit le développement, il veut roquer, et il bouche la colonne E, sur laquelle les noirs espèrent bien causer des misères aux blancs. D'après les analyses, le meilleur coup était fou D3. Alors, qu'est-ce qui fait que fou D3 était meilleur? Probablement, justement, qu'il fallait non pas anticiper l'ouverture de la colonne E, mais surtout protéger le pion E4, parce que comme on l'a vu dans la variante précédente, cette case E4 ou ce pion E4 va être le nœud d'une géométrie assez étonnante, avec B1, E1, E4 et D4 qui vont être attaqués simultanément. Mais il fallait l'avoir vu et c'était loin d'être évident. Bien sûr, quand on a déjà vu la partie des dizaines de fois comme toi et moi, c'est facile à comprendre, mais comme tu l'as dit, humainement, c'était beaucoup plus logique de jouer fou E2. Alors sur fou D3, qu'est-ce qui se serait passé? La tactique qui a eu lieu dans la partie n'était pas faisable, parce que le pion E4 a été renforcé. En revanche, on pouvait passer au plan B dont tu nous as parlé, avec D5, qui est quand même extrêmement naturel. On crée des leviers, on ouvre des lignes supplémentaires, on se donne la possibilité d'attaquer par rayon X le fou D4 aussi, donc c'était tout à fait logique. Souvent dans ces positions-là, la bonne réaction avec les blancs, c'est d'essayer de bloquer le jeu en jouant C prend D5, C prend D5 et E5. On refuse d'échanger tous les pions, on essaie d'en garder un maximum sur le centre, mais après cavalier D7 qui attaque le pion E5, F4 puis F6, les noirs seraient quand même arrivés à obtenir du jeu. Alors certes, les blancs vont pouvoir roquer, la partie reste extrêmement compliquée, mais c'est de cette façon-là que les blancs auraient dû jouer. Donc on va le pardonner parce qu'on aurait probablement fait le même coup douteux que lui, sachant que pour comprendre que fou E2 était une erreur, il fallait avoir calculé une variante extrêmement spectaculaire. Ouais, c'est ça. C'était assez difficile d'imaginer la suite de la partie, donc bon, c'est complètement pardonnable d'avoir joué fou E2. Et donc là, puisque l'ouverture de la colonne E ne mènerait pas à grand-chose, en tout cas serait moins efficace puisque la colonne E est fermée par le coup fou E2, on passe par l'autre possibilité des noirs qui est le coup C5. Et en fait, on risque d'avoir une version probablement améliorée de la variante de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était la même position sans la tour en E8 et sans le fou en E2. Donc là, on peut imaginer qu'avoir la tour en E8 va procurer quand même des possibilités supplémentaires aux noirs. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie d'ailleurs. Donc après C5, les blancs ont joué B prend C5. Il y avait peut-être une autre possibilité, mais en tout cas un coup qu'il fallait envisager, c'était de reculer le fou en E3. Auquel cas, certainement, Kasparov aurait pris en B4. Ça semble naturel. Et là, le cavalier est attaqué, donc il faut le bouger. Sur un coup comme cavalier D5, on prendrait en D5, on serait obligé de prendre de la dame, puisque sinon il y a fou C3 qui fait enfilade, qui gagne la dame. Donc prendre avec la dame, et là par exemple fou E6, avec une position extrêmement, une initiative noire en tout cas extrêmement dangereuse, puisque toutes les pièces se développent facilement, il y a fou C3 qui traîne, éventuellement si possible. Si la dame part, peut-être des coups comme dame A5 aussi, qui peuvent menacer B3 ou même le pion A2. On sent que les pièces noires sont hyper dynamiques et les blancs n'ont pas encore roqué quand même, ce qui est un problème.
Ouais, c'est ça. La structure est favorable au noir, le développement est favorable aussi au noir. Donc, bien sûr, on n'a pas perdu dans les 2 prochains coups avec les blancs, mais on est déjà clairement en difficulté dès le 18e coup de la partie. Donc, bon, on se doute aussi, il faut toujours remettre les parties dans leur contexte. Celui qui déplaçait les pièces noires avait 13 ans à ce moment-là. Alors même il était déjà connu, je pense, dans le milieu et tout ça, c'est quand même difficile de se méfier d'un jeune bambin comme ça qui commence à nous envoyer tous les pions. On peut penser qu'il fait preuve d'un petit peu trop d'optimisme, et le Poutian lui aussi était jeune à ce moment-là, mais il était capable de calculer, et probablement a-t-il calculé jusqu'à un certain point, mais il a raté un coup extrêmement spectaculaire que Kasparov lui avait prévu à l'avance. Alors, on va avancer justement jusqu'à ce moment-là. Donc, les blancs choisissent de jouer B prend C5. On a déjà expliqué tout à l'heure ce coup cavalier prend E4, qui est destiné à exploiter la surcharge du cavalier C3 et à créer les conditions d'une géométrie particulière. Et donc, après pion prend E4, dame H4 échec. Ici, les blancs ont choisi G3 qui paraît un coup très prometteur. Alors je vais montrer d'abord pourquoi ça paraît très prometteur. Parce qu'après G3, tour prend B1, cavalier prend B1, après roi F2, il semble ici que les noirs ont une dame en prise, leur tour B1 également qui est en prise. Il n'y a pas d'échec particulièrement menaçant, puisque fou prend D4, il y a simplement dame prend D4. Donc sans doute les blancs ont-ils calculé jusque-là, et ils ont dû se dire que Kasparov s'était trompé dans son calcul, et que tout allait du mieux possible. Bon, on reviendra tout à l'heure ici. Au lieu de jouer G3, il y avait une autre façon de jouer qui était probablement meilleure pour les blancs, c'était au mieux de jouer fou F2. C'était finalement le seul moyen de maintenir l'équilibre, mais ça aussi, c'était pas facile à calculer. Oui, alors la ligne forcée, en tout cas forçante, qui suit après fou F2, c'est fou prend C3, donc fou prend H4, tour prend B1. Donc l'idée de fou prend C3, c'était donc évidemment d'éliminer le cavalier C3 qui défendait la tour B1, donc tour prend B1, roi F2, fou prend D2, tour prend B1, D prend C5, on récupère le pion, et là tour B8, c'est le coup important qui empêche le fou de sortir, notamment sur la case E6 où il aurait été relativement fort, et en même temps il défend le pion E4 aussi, puisque maintenant le fou C8 se retrouverait en l'air. Là fou F4 par exemple, c'est une variante pour illustrer qui pose une question à la tour A8, fou E5 avec l'idée de replacer le fou notamment sur la case D4, et après fou G5, l'idée de fou G5 étant qu'après fou D4 on est fou E3 avec une position relativement stable. On a réussi à calmer un peu les ardeurs noires, et avec la tour en A8 qui paralyse un peu le fou C8, il y a un équilibre dynamique qui s'instaure, et la position doit être plus ou moins équilibrée, quoi. D'accord. Oui, donc on se doute qu'il a pu calculer quelque chose comme ça avec les blancs, mais encore une fois, quand on est en pratique, quand on est en train de jouer la partie, on n'a pas d'ordinateur à portée de main, surtout pas à l'époque, c'était en 1976, et encore une fois qu'on a calculé G3, tour prend B1 et roi F2, on se dit que c'est quand même très prometteur pour les blancs. Il y a déjà on a une qualité de moins avec les blancs, mais on s'apprête à récupérer une pièce, semble-t-il, une pièce lourde, et donc il est très très facile de se décider pour cette suite-là, si on n'a pas vu le prochain coup de Kasparov. Oui, c'est exactement ça, et honnêtement, c'est vraiment très très difficile d'anticiper ça. Là, Kasparov était déjà un monstre tactique, même s'il était encore jeune, et il n'a pas mis beaucoup de temps à trouver le petit coup qui fait extrêmement mal, tour B2. Magnifique. Donc l'idée, c'est donc de réagir à l'attaque de la dame H4 par une contre-attaque sur la dame D2, et en même temps de dévier la dame D2 de la défense du fou D4. Donc on répond à une attaque, ou en tout cas à une position problématique, par une attaque au moins équivalente. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, notamment dans la tactique du jour. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la défense active. Lorsqu'une pièce est attaquée, on n'est pas obligé de la bouger, on peut essayer de faire une menace au moins
au moins aussi forte pour se défendre. Et donc après tour B2, donc déjà regardons ce qui se passe si la tour est capturée, c'est pas la partie mais c'est important de savoir. Donc là il y aurait fou prend D4 bien évidemment, roi E1 et là on voit l'intérêt d'avoir la dame sur H4, c'est qu'elle a un œil sur le pion E4 qui est défendu pour l'instant par le calice C3, donc on fait fou prend C3, dame prend C3 et dame prend E4 et là c'est terminé puisque on menace dame prend E2 mat et dame prend tour H1 et les blancs perdent tout en fait. Absolument tout et la partie. Bon, le plus impressionnant finalement dans ce tour B2, c'est que Kasparov était obligé de l'avoir vu avant de jouer C5. Ouais. Parce que bon, une fois qu'on a la position sous les yeux, de toute façon, on va perdre quelque chose, donc on est obligé de regarder toutes les possibilités et peut-être qu'on trouve tour B2, mais le trouver avant de jouer C5, c'est quand même, c'était un autre signal qu'il allait devenir quand même très très fort. Ok, donc C5, prise en C5, K prend E4, prise E4, G3, l'erreur dont on vient de parler, le coup magnifique tour B2, donc on ne peut pas jouer dame prend B2, et finalement avec les blancs on doit se résigner à ne pas gagner de matériel, ou en tout cas pas autant que ce qu'on aurait voulu. Donc il a pris la dame sur H4, tour prend D2, prise en G7, prise en G7, et une fois que la fumée se dissipe, eh bien on se rend compte que les blancs n'ont pas pu récupérer leur matériel, ils ont une qualité de moins, et surtout une structure totalement catastrophique. Hein. Oui, là maintenant c'est une réalisation technique, donc c'est comme souvent en fait. On utilise la tactique, des variantes relativement spectaculaires pour développer une initiative, et grâce à cette initiative, on obtient un avantage positionnel. Parfois ça peut être un pion de plus, parfois c'est juste une meilleure structure, comme ici notamment, ou des pièces plus actives. Et ensuite on passe dans la réalisation technique de l'avantage. Et là, c'est ce qui se passe, il a l'avantage matériel, il a une meilleure position tout court, donc là maintenant il suffit de consolider et de s'appliquer un peu, et nul doute que les noirs vont s'imposer assez tranquillement. Donc la suite de la partie, peut-être on peut la regarder en accéléré, puisque ça dépasse le cadre d'ouverture, mais c'est quand même intéressant de voir comment il a terminé le travail. Il a joué roi E3, donc tour C2 attaque le cavalier, roi D3, et là, il rend la qualité. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on évoque régulièrement. L'avantage d'avoir du matériel d'avance, c'est qu'on peut le rendre à notre avantage. Et là, avec tour prend C3, roi prend C3, D prend C5, on est exactement dans le cas de figure qu'on soulignait tout à l'heure, à savoir un avantage positionnel relativement grand qui repose sur une meilleure structure de pions. Les blancs ont 5 pions isolés. Le mauvais fou, puisque les pions sont situés sur case blanche, tandis que les noirs, eux, avec leur fou, vont pouvoir attaquer justement les pions blancs. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans la partie. Les blancs ont joué fou D3, fou B7, on développe le fou et on attaque le pion. Tour 1 défend le pion. Tour E5, un coup assez précis avec l'idée d'activer la tour, notamment pour la case H5. Ouais, ça permet aussi de fixer la faiblesse. Hein, un thème très, très classique. Il a joué A4, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, A4. Et là, le coup F5, donc on a fixé la faiblesse, maintenant on l'attaque, c'est assez classique comme scénario. Tour B1, fou prend E4, donc là c'est maintenant un pion de plus. Donc, bon là les carottes sont cuites a priori, mais effectivement on va faire défiler. Tour B6, et on a un pion passé, qu'est-ce qu'on doit en faire? Eh bien on avance, on va pas se formaliser pour le pion A6 qui vaut pas grand chose. Et maintenant F3. Bon, on voit que Kasparov était à la fois déjà un génie tactique, mais qu'il avait aussi une telle culture des échecs que sa technique était déjà grande malgré son très jeune âge. Hein. Oui, là on sent que la réalisation technique pose absolument aucun problème pour lui. Et bon, la partie s'est terminée en quelques coups. Les blancs ont joué fou F1. Ici, les noirs ont joué fou F5 avec l'idée de faire tour 1. Il a joué tour A7, un petit échec de consolation. Roi H6, roi D2, F2, on avance le pion. Fou E2, fou G4. Petite déviation. Fou D3, tour 1. Donc, menace la promotion ou de d'éliminer le défenseur plutôt. Tour F7, fou F5, interception pour que la tour ne puisse pas contrôler la promotion. A5, fou prend D3, tour prend F2,
et le petit coup tour F1 qui termine le travail, partie rondement menée par Kasparov. Ouais, à un si jeune âge, c'est vraiment une partie très impressionnante. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette partie finalement si on s'intéresse à l'Est indienne? Eh bien, tout simplement que dans l'Est indienne, on cède le centre à notre adversaire, mais on sait qu'il y a de fortes chances que l'on soit mieux développé, parce que pour pouvoir exploiter justement ce cadeau du centre, les blancs jouent beaucoup de coups de pion, surtout en jouant la structure sémiche avec un pion en F3, et donc de façon thématique, les noirs vont obtenir l'avance de développement, et il faudra l'exploiter ou chercher à l'exploiter. Premièrement, en attaquant le centre, en essayant d'ouvrir les lignes, mais surtout en jouant des coups extrêmement dynamiques. On ne peut pas s'endormir en chemin. Si on joue trop tranquillement ce genre de partie, on va tout simplement se faire étouffer une fois que les blancs vont achever leur développement. Ouais, c'est exactement ça. C'est bien, Laurent. Tu as bien résumé ce qu'on venait de faire. C'est très clair. C'est bien. Ça fait plusieurs dizaines d'années que je ne comprenais rien à l'Est indienne, et grâce à toi, je vais peut-être pouvoir m'y mettre. Alors, voyons une autre partie, parce que j'ai envie de comprendre encore mieux ce que tu nous apprends. La prochaine partie que l'on va voir, c'est donc une partie jouée aux Olympiades de Manille en 92. C'est toujours Kasparov avec les Noirs, et son adversaire, c'est rien de moins que Gata Kamsky, qui était à l'époque vraiment l'un des tout meilleurs joueurs du monde, et certains lui prédisaient peut-être même de réussir à prendre le titre de champion du monde à Kasparov. Alors, on y va pour les premiers coups, on les connaît déjà, puisque ce sont les mêmes qui nous amènent jusqu'à la structure sémiche. Et ici, petit roc cette fois-ci. Bon, ça ne surprend pas vraiment, on va dire. Mais après fou E3, Kasparov ne fait pas d'expérimentation avec cavalier C6 ou autre, et il joue tout de suite pour l'attaque du centre avec le coup E5. Alors ça, c'est peut-être plus thématique encore. Oui, ça ressemble un peu à ce que l'on a dit déjà dans notre première vidéo sur la ligne classique avec cavalier F3. Là, c'est un peu le même principe. L'idée, on a bien compris, on laisse le centre au blanc et on veut attaquer la case D4. Donc le moyen le plus direct d'attaquer cette case, c'est bien sûr en jouant E5. Même si l'autre coup qui attaque la case D4, c'est le coup C5 qui est extrêmement populaire de nos jours, avec un sacrifice de pion qui peut être accepté ou pas par les blancs et qui est complètement correct pour les noirs. Mais bon, Kasparov joue E5 qui est plus, qui ressemble plus à une Est indienne pure. Le coup C5 peut amener des structures qui sont plutôt propres à la défense Benoni. Donc lui, il reste sur le terrain de l'Est indienne. Et donc après E5, les blancs ont la possibilité soit de fermer le centre, soit de garder la tension. Donc garder la tension, ça serait par exemple le coup cavalier GE2 qui consoliderait le contrôle de la case D4, mais Kamsky décide de fermer le centre et de jouer D5. Donc ce qui veut dire que le centre étant fermé, le jeu va donc se dérouler sur les ailes, et Kasparov joue le coup C6. Alors c'est un coup extrêmement important. L'idée étant d'ouvrir la colonne C. Alors pourquoi c'est important d'ouvrir la colonne C ? Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, les blancs ont parfois pour idée de faire le grand roc, de jouer dame D2, puis de faire grand roc, et ensuite de jouer une attaque sur l'aile roi avec les coups G4, H4, H5, et essayer de monter une attaque comme ça. Et donc ouvrir la colonne C peut procurer du jeu au noir, et ouvrir une colonne, évidemment, c'est toujours utile. Donc une autre idée, alors c'est pas systématique, mais en tout cas une autre idée qui peut arriver parfois, c'est d'exploser encore plus le centre avec des coups comme B5. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être il y aura des coups préparatoires, mais ça peut être parfois une idée avec des idées de fragiliser notamment le pion D5, puisqu'on attaquerait le pion C4 qui lui-même défend le pion D5, et toujours dans l'optique d'ouvrir un peu le jeu et le centre et profiter de notre avance de développement qu'on a évoqué dans la partie précédente. Oui, en multipliant les leviers, on va augmenter nos chances d'ouvrir les lignes, et ainsi on va probablement pouvoir lutter pour l'initiative de façon encore plus sérieuse. Ouais. Donc là, Kamsky joue le coup normal dame D2 qui consolide la position. Donc là, Kasparov prend D5 et joue le coup A6. Donc là, encore une fois, un coup qui peut être interpellé. L'idée, c'est un peu la même logique que ce qu'on vient d'évoquer, à savoir si les blancs font le grand roc, les noirs auront la possibilité de jouer B5
pour lancer une attaque de pion un peu, ça rappelle un peu la sicilienne, hein, pour ceux qui connaissent, avec B5, B4, puis repousser le pion A à 5, à 4, et essayer d'ouvrir des lignes grâce à cette avancée de pion. Donc on voit que les noirs sont prêts à réagir si les blancs roquent du grand côté. Tout à fait, ouais, c'est très clair. Donc de façon assez logique, Kamsky finit de se développer, fou D3, et maintenant Kasparov, qui s'est préparé à attaquer à l'aile dame si jamais le roi se présentait de ce côté-là, est en train de dire à son adversaire qu'il se prépare également à l'attaquer s'il part de l'autre côté avec le coup cavalier H5. Donc la chasse à l'homme est ouverte. Hein. Oui, il est prêt à toutes les éventualités, et il joue sur tous les chiquiers, et il demande à Kamsky, ok, de quel côté tu vas mettre ton roi que j'attaque. Que je sache où te mater. Voilà, c'est ça. Donc si grand roc, on a bien compris que c'était pion B qui allait s'avancer, la colonne C qui allait prédominer. Et bien sûr, si les blancs font le petit roc, la poussée F5 sera à l'ordre du jour, comme on l'a déjà vu et revu dans notre première vidéo, notamment sur la variante classique. Et là, donc, notre ami Kamsky joue un coup hyper ambitieux, qui est même plus qu'ambitieux, qui est certainement mauvais, mais bon, en tout cas, c'est le coup qu'il a joué. Il a joué le coup G4. Alors, ça surprend beaucoup, G4, parce que c'est quand même une sacrée concession positionnelle. Ça offre définitivement la case F4 aux pièces noires. Il n'y aura plus jamais de pion blanc susceptible de contrôler cette case. Et évidemment, Kasparov va s'engouffrer dans la brèche. Alors, un coup qui aurait pu sembler beaucoup plus naturel, c'était quand même de jouer cavalier GE2 dans cette position-là. Oui, bien sûr. Essayer de développer de finir le développement, je vais y arriver, et de ne pas jouer un coup aussi compromettant que le coup G4. Mais là, on imagine que les blancs, que les noirs, je vais y arriver, peuvent déjà peut-être faire F5. Et après pion prend F5, pion prend F5, une position assez riche. Peut-être là, les blancs peuvent faire le petit roc. Et les noirs vont essayer d'attaquer grâce à... Alors, il y a déjà le duo de pions E5 et F5 qui est relativement intéressant puisqu'il prend pas mal de cases aux pièces blanches. Il y a la colonne G qui peut être utilisée, notamment pour la tour en G8, ou la dame qui peut se rendre sur l'aile roi via E8 et ensuite G6. Parfois, elle peut aller sur H4. Le fou en C8 va pouvoir, de C8 déjà viser l'aile roi. Le cavalier B8 peut se joindre à l'aile roi par la case D7 et ensuite soit sur la case F6, soit parfois si le pion E s'avance, avoir la case E5. Ça, c'est aussi une possibilité. Bref, on sent que les pièces noires sont capables de se joindre à l'aile roi pour essayer de monter une attaque. Et de l'autre côté, les blancs ont quand même une position assez solide et peuvent espérer utiliser peut-être la colonne C pour contre-attaquer sur l'aile dame. La case B6 aussi parfois peut être visée par le cavalier notamment. Bon, voilà, le jeu est équilibré et après tout reste à faire bien évidemment. Alors tu es beaucoup plus habitué que moi d'avoir cette position du côté des noirs, donc tu nous as vanté les mérites des noirs, mais je suis par contre peut-être plus habitué d'avoir les blancs dans ce genre de position, donc je vais juste me permettre de rajouter que les blancs régulièrement vont avoir des coups, alors parfois avec F4, parfois avec G4, pour changer la nature de la structure de pion et essayer de profiter justement des défauts, des quelques défauts on va dire de ce jeu avec les noirs, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de cases qui ont été libérées. On pense à la case 6 où on aimerait bien réussir à transférer un cavalier. On aimerait aussi pouvoir forcer l'avance du pion E pour pouvoir échanger les fous de case noire éventuellement. Donc les blancs ne sont pas en reste et ce sont des parties extrêmement intéressantes à jouer parce que très riches à la fois stratégiquement et tactiquement. Mais évidemment tout reste à faire de part et d'autre. Il n'y a pas du tout. On peut pas dire que cette position soit avantageuse pour l'une ou l'autre des parties. C'est juste des positions passionnantes à étudier, mais sans réponse absolue, on va dire. Ouais, exactement. Ok, bon, vous voyez, je défends les blancs. Pour ceux qui ne sont pas joueurs d'Est indienne, comptez sur moi pour essayer de résister. Bon, ce qui est certain, c'est que Kamsky n'a pas voulu jouer ce type de position face à Kasparov. Et il a joué ce coup G4. Alors, tu as été gentil avec Kamsky, tu as dit que c'était un coup étonnant.
ça ressemble quand même à un coup assez moche. Hein. On va appeler un chat un chat. C'est une très grosse concession et c'est même étonnant pour un joueur de son niveau. Oui, parce que tu l'as dit tout à l'heure, la case F4 est clairement affaiblie pour tout le reste de la partie. Et alors je ne sais pas ce qu'il a raté ou ce qu'il a imaginé, mais je pense qu'il n'a pas pu imaginer que Kasparov allait jouer cavalier F6 dans cette position. C'est sûr. Donc c'est évident que le cavalier va atterrir sur la case F4. Et on l'a dit tout à l'heure, les noirs sont toujours d'accord de donner le cavalier contre le fou de case noire, même si c'est au prix d'un pion, parce que les cases noires sont affaiblies. La case de 5 devient disponible pour une pièce, soit le fou, soit le cavalier notamment. La colonneuse est ouverte. Le roi est il reste un éternel problème puisque tout est ouvert. Donc c'est le type de sacrifice de pion qu'on joue les yeux fermés et on n'a même pas besoin de s'appeler Kasparov pour donner ce pion. Là, par exemple, un coup comme Dame B6, qui commence déjà à pointer du doigt les faiblesses des cases noires avec le pion B2 et la diagonale. La case de 5 qui va être aux mains du cavalier. Je pense déjà que les noirs sont beaucoup mieux ici. Oui, c'est ça. Donc n'hésitez pas à sacrifier vos pions. Et si ça marche pas, vous direz que c'est la faute de Romu de toute façon. Donc vraiment, n'hésitez pas à sacrifier ce genre de pion. Donc évidemment, après cavalier F4, Kamsky a refusé ce sacrifice qui n'en est pas vraiment un finalement. Fou C2. Voilà, il refuse de se faire prendre ce fou-là. Et maintenant, Kasparov, évidemment, on lui a ouvert la brèche pour avoir l'initiative. Il va pas se gêner et il y va tout de suite avec B5, donc il gagne de l'espace comme tu nous l'as dit, qui peut préparer B4 aussi parfois et qui va poser certains problèmes. Les blancs aimeraient développer leur cavalier sur E2, mais dans l'immédiat ça aurait le gros défaut de permettre cavalier G2 échec, suivi de la prise de ce fou extrêmement important dont tu viens de nous parler. Donc Kamsky a joué Dame F2, qui défend la case G2 et qui permet ensuite de faire passer le cavalier. Cavalier D7 n'est pas très sorcier, et cavalier GE2. Alors, tu t'interrogeais tout à l'heure sur ce que Kamsky avait pu rater. Peut-être qu'il a estimé que dans cette position, s'il ne prenait pas le cavalier sur F4, rien n'était grave et que sa position restait solide. Mais Kasparov a toujours plus d'énergie que tout le monde et il a trouvé un moyen de faire bouger les lignes. Ouais, en fait, il va continuer son jeu dynamique. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise. Mais surtout, il va forcer les blancs, tôt ou tard, à prendre sur F4. Ce qui est une concession. Alors, si c'est le fou de case noire qui prend le cavalier F4, on a bien compris que c'était vraiment, c'est plus qu'une concession, ça va être un régal pour les noirs. Mais même si le cavalier, à un moment, prend sur F4, le fait de donner le pion et donc d'éliminer notre pion E5 va procurer la case E5 au cavalier, au fou. Le fou G7 va aussi rayonner sur la diagonale. Et on aura de toute façon des compensations dynamiques assez faciles à comprendre. Et donc, c'est ce qu'il a fait Kasparov en jouant le coup B4. Donc, non seulement ça attaque le cavalier, bien évidemment. Donc là, ça force le cavalier à bouger. Donc, il a joué cavalier A4. Et là, un coup important, il a joué A5. Donc, c'est pas forcément un coup premier abord qui est facile à comprendre. Alors qu'en fait, la logique est assez limpide. L'idée, c'est d'avoir fou A6 à disposition et donc d'attaquer le cavalier E2. Et par conséquent, de forcer les blancs à prendre une décision. Et cette décision, ça va être inévitablement, si le cavalier E2 doit bouger, on a bien compris, c'est de prendre le cavalier F4. Et ainsi ouvrir les lignes au profit des pièces noires restantes. Oui, donc il a de la suite dans les idées. Et même si son adversaire n'a pas voulu échanger sur F4 et lui donner tout ce que tu nous as présenté avec le mouvement du pion E5, il veut l'y contraindre. Et si jamais les blancs voulaient refuser, ici il faudrait faire attention à quelque chose, c'est que les pièces noires convergent vers la case D3, qui pourrait être aussi un poste d'invasion très important pour eux. Donc Kamsky n'a pas pu vraiment refuser beaucoup plus longtemps le fameux échange, et donc après cavalier prend F4, il se résigne à gagner un pion, mais désormais le scénario dont tu nous parlais avec l'ouverture de la case de 5, de la diagonale, de la colonne E est en train de se réaliser et toutes les pièces noires vont pouvoir bénéficier de l'ouverture de ces lignes-là. Ouais, donc c'est ce qu'il a fait avec son prochain coup. Il a joué cavalier E5, donc il active une pièce supplémentaire, il profite donc de la disparition du pion E.
Alors, en même temps, le cavalier E5 a un œil sur le pion F3, donc il immobilise la dame. Il a bien sûr la case C4 à disposition aussi, d'où il pourrait attaquer notamment le pion B2. On note le cavalier A4 des blancs qui est complètement hors jeu, qui a du mal à revenir vers le centre de l'échiquier. Donc les compensations sautent aux yeux parce que le roi blanc n'a pas vraiment d'abri, en tout cas d'abri sûr. Et les pièces noires se développent de manière assez naturelle. Le fou va atterrir sur A6, la tour va pouvoir éventuellement aller sur C8. On sent que la position noire se joue toute seule. Ouais, tout ça pour le petit prix d'un pion en plus. Oui, c'est un petit investissement matériel qui est amplement compensé. Donc dans la partie, Kamsky a décidé de faire grand roc. Alors on peut s'interroger sur les alternatives. On va voir qu'elles sont peut-être nombreuses, mais en tout cas pas forcément satisfaisantes. Alors, peut-être certains s'interrogent sur le fait d'éliminer le cavalier en E5. Alors, on se dit le cavalier est fort, on va l'éliminer, mais c'est au prix du fou de case noire. Donc on a bien compris encore une fois que les noirs vont avoir des grosses compensations. On attaque B2, il y a le pion H2 qui est aussi dans le viseur. Et par exemple, après un coup comme grand roc, peut-être les noirs pourraient jouer tour B8 avec l'idée de faire fou D7 et s'en prendre à ce cavalier en A4 qui est excentré. Et là, encore une fois, on a bien du mal à comprendre. Oui, tour B8, c'était pour priver le cavalier de la case B6, bien sûr. Et après fou D7, on aurait déjà des petits problèmes, même des gros problèmes avec les blancs pour pas empirer encore plus la situation. On pourrait même envisager sacrifier encore un pion avec B3 pour ouvrir la colonne selon ce qui se passe. Donc là, très clairement, les noirs ont la partie en main et ils sont les seuls à s'amuser. Donc donner ce fou de case noire, c'est quand même difficile à envisager. À quoi est-ce qu'on pourrait penser d'autre? Un coup comme cavalier B6, justement, pour essayer de faire revivre ce cavalier, qu'est-ce que ça pourrait donner? Le problème du cavalier, c'est qu'il est défendu que par la dame, qui est surchargée, puisqu'elle doit également défendre le pion F3, donc il y aurait la petite tactique, qui ne mériterait même pas une étoile dans notre tactique du jour. Cavalier prend F3, qui récupère le pion, et là, c'est juste une horreur. C'est un peu surcharge, avec, pour ceux qui voudraient faire les malins et ne pas prendre le cavalier tout de suite, il y a le coup fou D4 qui va arriver ensuite. Donc fou prend E5, c'est horrible positionnellement, cavalier B6, c'est une faute tactique. Le dernier coup auquel on pourrait penser, probablement, ce serait de mettre le roi de l'autre côté. Dans la partie, il a fait grand roc, pourquoi pas petit roc? Oui, petit roc, ça peut venir à l'esprit, évidemment. Donc là, on jouerait fou A6, on termine le développement en attaquant la tour D1. Et là, tour C8, par exemple, on active les pièces. En fait, la position noire est assez facile, on l'a dit, il suffit de mobiliser tout le monde. Et après, par exemple, un coup comme tour C1, qui semble un coup naturel, on pourrait jouer fou B5. Avec toujours le problème éternel, le cavalier A4 qui a bien du mal à revenir en jeu. Et il y a déjà une menace tactique basée sur, un peu sur la surcharge entre le fou C2 et la dame F2 qui doit défendre F3, et en même temps tour prend C2, le fou C2 doit défendre le cavalier A4. Donc on voit la pression monter petit à petit, et on a bien du mal à donner un bon conseil aux blancs dans cette position. En tout cas, les noirs ont énormément de compensation. Ouais, toutes les pièces noires sont plus fortes que leurs homologues, donc c'est très clairement une position qu'on a envie de jouer plutôt avec les noirs. Ok, donc venons-en à la partie. Kamsky a donc décidé courageusement de mettre son roi sur une zone qui fait un petit peu peur quand même, avec grand roc. Et ici, cavalier C4 ne surprendra personne, je pense, puisque ça permet de réveiller le fou G7, de le faire travailler en coordination avec le cavalier C4 pour attaquer en direction de B2, mais ça permet aussi d'éviter le coup cavalier B6 qu'on a déjà évoqué précédemment. Donc c'est un coup multifonction particulièrement intéressant, et qui donne en plus, comme toujours avec les coups de Kasparov, on va dire, qui donne des perspectives tactiques. Par exemple, si Kamsky avait choisi roi B1, a priori Kasparov avait prévu de sacrifier son cavalier sur A3, avec l'idée toute simple qu'en cas de B prend A3, dame F6, vous avez ici une batterie absolument modèle qui permet d'attaquer le long de la diagonale, et bon courage à ceux qui voudraient tenir cette position avec les blancs. Donc le cavalier en C4 est extrêmement menaçant, et c'est peut-être ce qui a motivé Kamsky d'ailleurs à proposer l'échange avec le coup fou E3. Donc il revient un petit peu sur sa décision précédente, il n'a pas eu trop le choix.
et il joue fou E3, pourquoi? Bien à la fois pour récupérer la case B6 et éventuellement pour jouer fou D4 et échanger ce fou G7 qui devient tout simplement un monstre. Hein. Mais ça sera pas suffisant pour défendre quand même. Non, parce que Kasparov va éviter tout ça en éliminant ce fou directement, en faisant cavalier prend E3. Et après, dame prend E3, il joue le coup tour B8, donc destiné à priver le cavalier A4 de la case B6. Et ce cavalier A4 va devenir le principal problème des Blancs, puisque les Noirs vont pouvoir l'attaquer avec notamment des coups comme fou D7 et dame E8, pour pointer du doigt le manque d'oxygène que peut avoir ce cavalier. Donc là, il a joué fou B3. Bon. Peut-être pour éviter les B3 que j'évoquais tout à l'heure, parce que ça peut faire peur aussi, ce genre de sacrifice. Si la tour commence à travailler de concert avec le fou G7, très clairement, de toute façon, les Noirs ont ce fou G7 qui, à lui seul, quasiment leur assure des compensations pour un pion sacrifié. Oui, totalement. Donc là, il a joué fou D7, donc c'est ce qu'on vient de dire, roi B1, dame E8, comme prévu. Cavalier B6, et là, fou B5. Donc le fou s'active, on va jouer A4 très rapidement. Il y a des petites tactiques qui peuvent arriver, par exemple sur un coup naturel comme tour C1, il y aurait tour prend B6, dame prend B6, et là fou D3 échec, roi 1, et là une petite tactique, fou prend B2 avec l'idée, donc justement là c'est vraiment les cases noires affaiblies, on peut pas rêver mieux comme illustration. Après dame 5. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc Kamsky n'est pas tombé dans ce piège-là, mais on sent sa position se tendre de plus en plus. Il a choisi tour D2. Alors ici, certains commentateurs ont pu critiquer les choix de Kasparov parce que on suppose que des ordinateurs leur ont montré qu'il y avait mieux, mais ce qu'a fait Kasparov, c'est déjà tout à fait convaincant. Donc il part à l'attaque avec le coup A4, il va venir ajouter un petit peu d'huile sur le feu. On va peut-être regarder la fin un petit peu plus en accéléré, parce que pour ce qui est de l'ouverture, je pense que on a vu ce qu'il y avait à voir. Donc après fou D1, il va maintenant petit à petit préparer les différents leviers. Donc ça peut être B3 ou ça peut être A3 en fonction des événements. Il commence par tour B7, qui est destiné à donner des idées à base de tour B8. Le cavalier de dame B8, pardon. Le cavalier en B6 reste une cible sur le long terme, on va dire. Et après E5, la tentative de Kamsky qui a toujours su lutter jusqu'au bout, jusqu'à la dernière chance. L'idée de 5, c'est quoi? C'est de réussir à échanger les dames. Bien sûr, si dame prend E5, on va se faire une joie d'échanger les dames. Et en cas de fou prend E5, il y aurait probablement le coup F4 qui nous permettrait enfin d'échanger les dames. Puisqu'on comprend bien que, clairement, les blancs souhaitent que les noirs n'aient plus de dames et ainsi sauver un petit peu leur roi, on va dire. Mais après E5, évidemment, Kasparov va toujours refuser l'échange des dames. Il joue pour l'ouverture des lignes. B3, A prend B3, A prend B3, fou prend B3, et maintenant dame B8. Et là, Romu, toutes les pièces sont quasiment au maximum de coordination. On voit notamment le fou G7, la tour B7 et la dame B8 qui travaillent en direction du pion B2. Et on sent poindre l'apparition des fous de couleur opposée, ce qui sera un nouvel avantage en faveur des noirs. Oui, c'est ça. Il y a le pion B2 en ligne de mire, et il y a aussi la colonna aussi, on n'a pas tout à fait parlé encore, mais la dame B8 pourra peut-être se rendre aussi sur la case A7 pour faire coulisser la tour F8 sur la case A8 quand le cavalier B6 sera parti. Et là, toutes les pièces noires sont à l'attaque et le roi blanc est vraiment esselé. Donc dans la partie, les blancs ont joué cavalier C4, évidemment, le cavalier était vraiment attaqué. Fou prend C4, donc ce que tu disais, les fous de couleur opposée apparaissent, ce qui favorise évidemment le camp qui attaque. Dame 2, donc il faut défendre B2. Et là, dame A7, donc ce qu'on disait tout à l'heure pour faire coulisser la tour. Donc tour C1, tour A8, menace d'arriver sur la colonna. B3, tentative timide de consolidation, on va dire. Fou F4, donc attaque la tour.
Roi C2. Non, bien sûr, l'idée de fou F4, c'est pas de gagner une qualité, hein, c'est d'envisager de gagner beaucoup plus que ça. On pourrait se dire qu'après, par exemple, Dame 1 échec, Roi C2 et Tour A2 échec, on va carrément essayer de gagner bien plus qu'une qualité. Si c'était juste pour gagner une qualité, probablement on n'aurait pas joué fou F4 parce que on va sans doute estimer que ce fou de case noire vaut bien plus qu'une qualité. Donc il est en train de mettre en place les conditions de chasse du roi qui va s'échapper par C2. D'ailleurs, il le fait tout de suite, Roi C2. Tour E7. Dame D3. Dame D3, Dame C5. On voit tout le travail sur case noire. On prépare la tour sur A2. Tour B1. Tour E3. Encore une fois, chaque coup est une menace. Dame D4. Tour A2 échec. Donc il n'y a aucun répit. Hein. On voit que ne lâche pas. Roi D1. Tour prend F3. Voilà, alors il existait d'autres moyens de gagner, mais ce qu'a choisi Kasparov, c'est vraiment le plus limpide. Ici, Kamsky, qui est à peu près tout en prise, a décidé de donner la dame, mais voilà, on sent que c'était un petit peu le désespoir, on va dire, qui lui faisait continuer cette partie. Donc ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que une nouvelle fois, les Noirs ont sacrifié le pion E5. Alors tout à l'heure, dans la première partie, c'était avec cavalier D4, cette fois-ci c'est cavalier F4. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans la structure sémiche, avec, je vais essayer de trouver une position qui pourrait illustrer ça, on va prendre la position après D5, voilà. Dans la structure sémiche, dans laquelle les blancs mettent quasiment tous leurs pions sur des cases blanches, le fait de ne plus avoir le pion E5 avec les noirs, c'est une bonne nouvelle, puisque justement ça va permettre à la quasi-totalité de nos pièces de réussir à attaquer les cases noires, qui auront donc été affaiblies par cette structure de pion caractéristique. Oui, exactement, c'est le point commun entre les deux parties que l'on vient de voir, et c'est quelque chose de systématique, hein, c'est quelque chose de très, très classique, et c'est pour ça qu'on vous le présente. Et on a choisi ces deux parties pour illustrer justement ce scénario. Alors la troisième partie que l'on a choisi de vous montrer, c'est une partie extrêmement célèbre pour diverses raisons. Déjà parce que la partie est juste magnifique. La seconde, c'est que l'adversaire avec les blancs est relativement connu puisque c'est Anatoly Karpov. Ah oui. Et c'est une partie qui a été jouée à Linares, donc Linares étant, en tout cas, était l'un des, si ce n'est le meilleur tournoi au monde, réunissant le top 10 mondial. Et donc cette partie a été jouée en 1993. Et donc Karpov joue petit roc, Kasparov joue petit roc, fou E3, E5, donc comme contre Kamsky. Et là on avait dit que les blancs avaient deux possibilités, soit fermer le centre comme Kamsky l'a fait tout à l'heure avec D5, soit garder la tension et, au centre en jouant le coup cavalier Ge2 qui renforce le contrôle de D4. Donc c'est ce qu'a joué Karpov. Et là, notre ami Kasparov a joué le petit coup, alors qui a l'air peut-être innocent, mais qui ne l'est absolument pas, le coup C6. Donc il mérite certainement quelques explications. Donc si les blancs ferment le centre avec D5 tout à coup, on voit qu'on retomberait exactement dans les mêmes schémas que dans la partie contre Kamsky, à savoir les noirs pourraient prendre en D5, et ensuite jouer à 6 et obtenir la même chose que dans la partie de Kamsky. Donc il n'y a pas d'incohérence. L'autre idée de C6, si les blancs ne ferment pas le centre, c'est qu'on va pouvoir attaquer le pion C4 avec des coups comme A6, puis B5. Donc on a déjà évoqué cette possibilité que nous procurait le pion sur C6. Donc avec l'idée, encore une fois, d'attaquer ce centre blanc et d'essayer d'ouvrir des lignes pour perturber le développement des blancs qui sont justement un peu en retard à cause du pion F3 et un peu un embouteillage entre le cavalier E2, le fou F1 et la tour H1. Ouais, c'est très clair. Donc Karpov, visiblement pour cette partie, a décidé de laisser le pion sur D4 le plus longtemps possible, donc il continue plutôt son développement avec Dame D2. Kasparov en fait de même avec cavalier D7. Et ici, on pourrait envisager tout un tas de coups. Ça pourrait être D5 qui transposerait plus ou moins dans ce qu'on a déjà vu. On pourrait aussi penser à un coup comme Grand Roc pour
entre guillemets, déclencher la guerre, parce que ici, il y a à la fois les rocs opposés, un centre toujours sous tension, ça pourrait très vite devenir extrêmement chaud comme partie. Oui. Et donc là, sans grande surprise, puisqu'on l'a dit juste avant, évidemment, les Noirs vont essayer d'ouvrir les lignes sur le roi blanc, et donc en jouant le coup A6 pour préparer B5. Et là, il y a quelque chose de très important qu'il faut avoir en tête, c'est en cas de prise en E5. Parce qu'on voit que l'intérêt de garder la tension pour les Blancs, c'est qu'à tout moment, ils peuvent choisir justement s'ils jouent D5 pour fermer, ou au contraire, s'ils privilégient plutôt une action sur la colonne D, en faisant D prend E5 et en ouvrant cette colonne pour essayer de profiter du placement de la dame en D2 et de la tour en D1, et de taper sur la case D6, sur le pion D6 si ce pion reste sur cette case. Et là, on pourrait se dire, j'ai le pion E5, le pion D6 pardon, qui est attaqué, donc je prends automatiquement avec le pion et j'évite de perdre un pion. Sauf que positionnellement, ce serait assez moche, puisque les blancs pourraient jouer notamment le coup C5, qui fait assez mal parce que ça exploite les trous qui ont été causés par les coups de pion noirs, à savoir la case B6 et la case D6 qui ont été affaiblis. On voit mal comment les noirs pourraient bouger sur l'aile dame pour essayer de générer du contre-jeu sur le roc des blancs. En revanche, la position blanche semble assez facile à jouer, la case D6 étant affaiblie, et on va utiliser même la case C4 pour le fou. Parfois, c'est le cavalier qui peut l'utiliser, là, ce serait plutôt le fou. Et le jeu des blancs se déroule assez facilement. On peut aussi imaginer une attaque sur l'aile roi avec G4, H4 aussi, c'est toujours possible. Et les noirs n'ont absolument rien à se mettre sous la dent en échange. Donc là, il faut absolument éviter ce scénario avec les noirs. Ouais, ce qu'on pourrait dire aussi, peut-être, c'est que du coup, en plus, ça serait pas très cohérent avec les deux parties précédentes, puisque ici, les noirs ont l'occasion de ne plus avoir de pion sur E5. Donc, voilà, on a vu que c'était peut-être le point névralgique des deux parties précédentes. C'est très dommage d'avoir un pion sur E5, alors que notre fou G7 et la plupart de nos pièces demandent à travailler sur les cases noires. Donc, le coup cavalier prend E5 est quand même extrêmement naturel, même si on peut se poser des questions par rapport au pion D6, mais finalement, qu'est-ce qu'est ce pion D6 par rapport à l'activité de nos pièces? C'est pas grand-chose. Un peu comme dans les deux parties précédentes, on va très volontiers offrir un pion pour l'activité de nos pièces sur les cases noires. Ouais, complètement. Et en plus, le cavalier en E5 serait sur le gâteau, attaque le pion C4. Donc, ça serait même pas pour l'instant un réel sacrifice de pion, puisqu'on pourrait même, si on le souhaitait, se venger directement sur ce pion. Donc clairement, cavalier prend E5 est beaucoup plus dans l'esprit que D prend E5. Effectivement. Ouais, c'est clair. Ok, donc Karpov, qui savait à quel loustic il avait affaire, n'a pas souhaité mettre en place les rocs opposés, et il a joué un coup, alors que certains ont qualifié de un coup de seconde zone, mais c'est quand même un des meilleurs joueurs de tous les temps qui l'a choisi, donc ça doit pas être si mauvais que ça. Il a choisi tour D1, qui donc, pour ce que je peux en comprendre, permet aux blancs d'avoir les mêmes caractéristiques avec le grand roc, mais en se gardant la possibilité de mettre le roi du côté de l'aile roi, justement, peut-être dans une zone beaucoup plus sécurisée qu'à l'aile dame. Ouais, exactement. Il veut les avantages sans avoir les inconvénients de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut se comprendre. Donc là, Kasparov a joué à 6. Donc, bon, non, c'est plus une surprise, on a bien compris ce qu'il voulait faire. Et donc, Karpov décide de faire D prend E5. Donc, exactement la stratégie qu'on a évoquée tout à l'heure. Et là, si vous avez bien écouté ce qu'on a dit il y a 2 minutes, évidemment que Kasparov ne va pas prendre avec le pion, mais va prendre avec le cavalier. Ce qui, à l'époque de cette partie, était une nouveauté. Tout à fait. Bon, une nouveauté logique, hein. Oui, clairement. Ouais. C'est plutôt les noirs dans les parties précédentes qui n'avaient pas été vraiment logiques, parce que, encore une fois, on comprend que le défaut de la sémiche avec les blancs, c'est d'accuser un certain retard de développement, et donc avec les noirs, si on veut exploiter ce retard de développement, on doit se montrer les plus dynamiques possibles, donc ça signifie ne pas reculer devant le petit investissement d'un pion, et surtout chercher à tout prix l'activité de nos pièces. Donc après cavalier prend E5, comme on l'a vu précédemment, on attaque le pion sur C4, donc
logiquement, Karpov a décidé de solidifier ce pion avec B3, je pense que ça surprendra pas grand monde, et Kasparov, logiquement aussi, continue dans la même veine avec le coup B5. Donc finalement, tout est très compréhensible jusqu'ici, et les stratégies sont bien en place des deux côtés. Oui, on voit que par leur dynamisme, les Noirs essaient de compenser leur moins bonne structure de pion, puisqu'il y a pion D6 qui est arriéré sur une colonne ouverte. Et donc, ils essaient de contrebalancer ça par un jeu dynamique et une contre-attaque, notamment sur le pion C4. Donc là, Karpov a décidé de jouer C prend B5, donc de résoudre le problème du pion C4 en échangeant, en procédant à cet échange. Bien évidemment, s'il avait, au lieu de prendre en B5, s'il avait pris donc en D6, donc juste on peut montrer peut-être. Donc là, on ferait Dame prend D6, Tour prend D6 et Pion prend C4, avec une situation qui est clairement favorable au noir, puisque on voit que les pièces blanches sont un peu embouteillées sur l'aile roi, le cavalier en E5 est magnifique, il possède la case D3, le pion en C4, s'il ne peut pas être capturé parce que le cavalier reprendrait et ça serait dramatique pour les blancs. Donc on sent que cette position est clairement à l'avantage des noirs. Donc pour éviter ce genre de scénario, Karpov a décidé de faire C prend B5 et ainsi se débarrasser de cette faiblesse en C4. Mais l'inconvénient majeur, c'est qu'après A prend B5, la colonne A s'ouvre au profit de la tour A8. Alors bien évidemment, l'idée c'est de choisir la version gourmande et de prendre le pion D6. Oui, sinon les blancs auraient fait tout ça pour rien. Oui, voilà, c'est ça. Il a bien compris les inconvénients, donc il faut au moins qu'il ait quelque chose à se mettre sous la dent en échange, et donc c'est au moins d'avoir un pion de plus. Mais là, on voit clairement que les pièces noires sont déjà relativement actives, avec la tour en A8 qui est développée, le cavalier E5 qui est assez fort, et le roi qui est au centre de l'échiquier, le roi blanc qui est au centre de l'échiquier et qui n'est pas vraiment prêt à roquer puisque le fou en F1 est gêné par le cavalier E2. Donc là, le cavalier E5 étant attaqué, il faut quand même faire quelque chose pour lui. Et là, notre ami Kasparov joue le coup cavalier FD7, qui est un très bon coup, avec l'idée non seulement de protéger son collègue en E5, en même temps d'ouvrir le fou en G7 et d'éviter l'échange de dames, qui soulagerait un peu la tâche des blancs qui pourraient ensuite être plus tranquilles pour se développer. Ok, donc là, on a encore une fois donné un pion pour essayer d'avoir l'initiative, mais il semble que les blancs aient une position quand même plus solide que notamment dans la première partie où le pion E4 n'était pas resté très longtemps sur l'échiquier, la colonne E s'était ouverte et ainsi de suite. Peut-être que Karpov avait l'illusion ici que sa position allait tenir sur le long terme et qu'il allait pouvoir digérer son pion. Mais c'était sans compter sur l'énergie colossale de Kasparov et son sens du dynamisme. Encore une fois, si on veut jouer l'Est indienne, on ne peut pas se contenter de jouer des petits coups, des demi-coups on va dire, et il faut sans cesse attaquer, et c'est exactement ce qui va se passer dans la partie. Donc ici, Karpov a joué un coup humain, il a joué F4 pour essayer de désorganiser justement... Hop, excusez-moi. Essayer de désorganiser les pièces, je vais y arriver, des noirs, mais peut-être que ce coup F4 c'était un petit peu trop et il aurait fallu montrer un peu plus de modestie peut-être dans cette situation et pourquoi pas choisir un coup comme Dame D2 à la place. Ouais, pour essayer de consolider un peu plus. Mais là, les compensations noires passent par le coup B4, qui est dans pas mal de variantes, on va voir cette ressource, qui force donc le cavalier à bouger, donc par exemple cavalier A4, qui semble le coup normal pour boucher la colonne de la tour. Et là, on pourrait imaginer... alors déjà, cavalier C4 semble un coup intéressant, avec l'idée... sur pion prend C4, bien sûr, tour prend A4 et le pion A2 est en ligne de mire, on a abîmé un peu la structure. Donc déjà ça serait intéressant, Dame A5 par exemple. Mais il y a un truc encore un peu plus agressif, c'est tour prend A4. Avec l'idée sur pion prend A4 de gagner la case C4 pour le cavalier. Et après Dame C1, on élimine le fou de case noire et maintenant, naturellement, on va jouer sur ces cases noires en jouant Dame A5. Ça fait peur. Alors, à quel point c'est dangereux, il faudrait une analyse un peu plus poussée que nos commentaires dans cette vidéo, mais en tout cas, c'est clair que les Blancs ont quand même du souci à se faire,
Les noirs ont un jeu extrêmement actif, la paire de fous, les cases noires affaiblies, le pion C qui peut avancer. Ça fait quand même pas mal d'idées pour les noirs, et les blancs vont devoir se creuser la tête pour consolider leur position. Ouais, très difficile de défendre ce genre de position en pratique avec les blancs, qui plus est face à un joueur d'attaque comme Kasparov. Bon, toujours est-il que Karpov a essayé peut-être aussi de se rebeller un petit peu. Il subit le jeu là, il se laisse imposer finalement le rythme de la partie depuis le début, et il tente peut-être avec F4 de reprendre le contrôle, et notamment d'éteindre un petit peu l'activité de l'adversaire. Sans doute avait-il à l'esprit à la fois de déloger le cavalier E5, mais pourquoi pas aussi d'y mettre un pion en E5 pour que le fou G7 soit bien moins utile que jusqu'à présent, on va dire. Donc on comprend quand même pourquoi Karpov a choisi de jouer de cette façon-là, mais face à un roi de l'initiative et un roi de l'attaque comme Kasparov, ça ne va pas suffire. Oui, et là, c'est un modèle de jeu dynamique. Donc le cavalier étant attaqué, bien évidemment, le réflexe que l'on doit avoir, c'est trouver un moyen de ne pas bouger le cavalier. C'est la définition même du jeu dynamique, c'est de répondre vraiment à une menace par une menace. Et donc Kasparov a joué le coup B4 dans cette position. Donc il cherche à contre-attaquer sur le cavalier en C3. Alors quelle est l'idée ? Dans la partie, Karpov a reculé le cavalier en B1, donc ça on va le voir plus tard. Sur pion prend E5, évidemment on ferait pion prend C3. Et après cavalier prend C3, on ferait fou prend E5. Donc attaque la dame et le cavalier C3, donc dame prend C6 semble normal. En plus ça attaque la tour A8. Et là on jouerait fou prend C3. On se sépare de ce fou, mais c'est une idée concrète qui est derrière. Parce qu'après dame prend C3, donc le pion E4 étant maintenant fragilisé par la disparition du cavalier C3, on peut faire dame H4, échec. Alors, on retrouve l'idée de notre première partie. Ouais, exactement. Donc là, ça devient compliqué. Roi D2 est à peu près la meilleure chance. Et là, on jouerait cavalier F6, menaçant cavalier prend E4. Et après, roi C1 pour s'enfuir courageusement. On pourrait jouer fou E6, avec l'idée d'utiliser la case C8 pour une tour, notamment. Et là, encore une fois, le roi blanc a bien du mal, malgré les deux pions d'avance, à trouver un abri sûr. Le pion A2 étant en l'air, la menace tour C8 traîne, le pion E4 est toujours aussi en prise. Je ne vois pas comment on peut espérer défendre ça avec les blancs. Ouais, extrêmement difficile en tout cas. Ouais. Donc Karpov, sur ce B4, qui donc est tout à fait dans l'esprit de ceux qui veulent jouer pour l'initiative, Karpov décide de reculer une première pièce. Alors on verra dans quelques coups pourquoi je dis ça, mais c'est un premier pas en arrière qui va finalement être à l'image de toute la partie. Donc sur cavalier B1, Kasparov enlève son cavalier lui aussi, il joue cavalier G4 et on voit que lui ne l'enlève pas en reculant, il l'enlève en avant et en attaquant une nouvelle pièce sous la forme du fou sur E3. Fou qui s'est déplacé sur D4, on comprend la logique, on souhaiterait avec les blancs éliminer un maximum de pièces pour que notre roi soit moins menacé. Kasparov décide de jouer fou prend D4 et ici trois possibilités en tout parce qu'il y aura aussi tour prend, mais Karpov dans la partie a choisi de prendre de la dame et on va s'intéresser à une petite variante juste pour le plaisir des yeux, après cavalier prend D4. Oui, qui semble un coup humain. Parce que c'est un coup de développement, puisqu'on pourrait sortir enfin le fou F1. Mais malheureusement, ça va trop vite. Et les blancs se heurteraient à tour prend A2. Donc on active la tour en prenant un pion, ce qui est jamais désagréable. Cavalier prend C6. Et là, le coup dame H4 échec, donc qui force G3. Et la petite astuce tactique, c'est cavalier prend H2. Qui laisse la dame en prise, mais qui menace cavalier F3 mat. Ouais, avec seulement deux pièces qui travaillent, mais de façon particulièrement efficace. Ouais. Et arrivé là, évidemment, si on ne peut pas prendre la dame avec les blancs, il y a un petit peu trop de menaces, on va dire. La plus évidente étant dame prend G3, on a évidemment aussi cavalier F3, et en cas de, disons, dame D3, pour essayer de tenir la troisième rangée, on pourrait désormais penser à dame F6, qui permet de contre-attaquer le cavalier C6, mais qui permet aussi d'avoir d'autres thèmes, comme par exemple après cavalier prend B4,
cavalier E5, et cette fois-ci on essaie d'exploiter une nouvelle coordination sous la forme de la dame et la tour qui pourraient travailler ensemble sur la deuxième rangée, et bien entendu si on ne prend pas ce cavalier, notre dame est attaquée et il y a des menaces de mat au niveau d'F3. On voit, comme souvent dans les parties de Kasparov, hein, l'impression générale, c'est qu'on assiste à un combat de boxe dans lequel il y en a un qui cogne et l'autre qui subit. Hein. Il est souvent du côté de celui qui cogne. Donc, bizarrement, oui. Donc là, c'est d'autant plus impressionnant que c'est Karpov en face. C'est pas n'importe qui, c'est quand même numéro 2 mondial de l'époque. Et donc oui, dans la partie, donc Karpov a peut-être vu la variante qu'on vient de montrer et a joué dame prend D4. Donc tour prend A2 quand même, bien sûr. Donc l'idée n'étant pas de prendre un pion, l'idée étant juste d'activer la tour et faire participer la tour à l'initiative noire. Karpov a joué H3 pour essayer de repousser l'envahisseur. Et encore une fois, exactement dans la même veine que ce qui a précédé, Kasparov répond à une attaque par une contre-attaque et bien évidemment ne recule pas le cavalier et joue C5, donc qui attaque la dame bien évidemment et qui rajoute un élément perturbateur au blanc qui commence sérieusement à avoir la migraine. Et dans la partie, Karpov n'a pas trouvé mieux que dame G1. Sur dame D3, il y aurait fou A6. Encore une jolie variante. Hein. Ouais, donc qui attaque la dame et qui laisse le cavalier en D7 en prise, mais après dame H4 échec, G3, il y aurait tour prend E2. Donc petite tactique. Et sur qui va mener rapidement au mat, ouais. Dame prend G3 et c'est un carnage, ouais. Ouais, il y a toutes les pièces qui arrivent. On pense à dame prend F4 ou dame E3 selon ce qui se passe. Ça peut être mat en F2 aussi. Bref, toutes les pièces noires convergent. Il manque plus que la tour F8. Alors, elle aura peut-être pas le temps de participer à la fête, mais les 3 autres pièces sont suffisamment fortes. Donc Karpov continue d'agglutiner ses pièces sur la première rangée. Évidemment, ça devait pas lui faire plaisir, mais on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de coups hein, sur d'autres mouvements de la dame. Par exemple, sur dame D5 ou dame C4, on aurait tout simplement cavalier E3 avec plusieurs catastrophes à venir. Donc, il est obligé de choisir une case qui ne fait pas plaisir, après dame G1. Et maintenant, c'est peut-être plus la peine de trop s'énerver avec les noirs, parce qu'on voit que voilà, la position blanche est totalement catastrophique. Les pièces... on a l'impression en fait finalement que les blancs ont attrapé toutes leurs pièces dans les mains et les ont laissées tomber au hasard sur l'échiquier. Et tout simplement, elles ne sont pas du tout coordonnées. Le roi blanc est dans une situation désespérée. Donc avec les noirs, c'est plus la peine vraiment de s'énerver. Alors il ramène le cavalier en F6. Ça attaque quand même le pion E4. Et après E5. Il tient l'initiative quand même. Oui. Il accepte de reculer le cavalier, mais ça attaque le pion. Donc c'est toujours pareil. En fait, les blancs n'ont jamais le temps d'essayer de consolider ou de se développer. C'est à chaque coup, il y a un problème à résoudre. C'est ça qui est pénible. Et c'est ce qui a causé la perte de Karpov dans cette partie. C'est qu'à chaque coup, il a un problème nouveau à résoudre. Et donc, on a vu au coup précédent que le cavalier G4 était en l'air. Il pouvait s'attendre à ce que le cavalier recule. Bien évidemment, il n'a pas reculé. Il a joué C5 pour attaquer la dame. Et une fois que la dame recule et que le pion E4 se retrouve sans protection, maintenant, il décide de jouer cavalier F6, mais ça attaque le pion. Donc, c'est bien vraiment le sens de l'initiative à son paroxysme. Ouais, c'est ça. À chaque coup, une menace et à chaque coup, un nouveau problème à résoudre pour l'adversaire. Mais de manière générale, même si les noirs ne faisaient pas une menace au prochain coup, leur position maintenant est suffisamment avantageuse pour qu'on gagne sans créer de menace, quoi. Disons que le plus gros du travail a été fait précédemment. Maintenant, il faut s'appliquer à finir correctement. Le cavalier s'est centralisé. Évidemment, sur E4, il va pouvoir travailler dans différentes directions. Et on pense que dame H4 échec pourrait être l'un des prochains coups de boutoir de Kasparov. C'est pourquoi Karpov, qui était déjà en Zeinot, on est pourtant qu'au 21e coup, Karpov a décidé par réflexe de jouer H4 pour interdire l'arrivée de la dame sur H4 et l'invasion de l'aile roi. Mais maintenant, comme souvent avec Kasparov, si vous lui interdisez d'entrer par la gauche, c'est pas grave, il va passer de l'autre côté. Et il trouve ici le très joli coup C4, qui est un nouveau coup pour l'initiative, hein, qui fait beaucoup penser à ce que tu viens de nous dire précédemment. On voit que les idées
bien sûr, c'est d'attaquer le pion B3, bien sûr, ça peut être aussi de se créer un pion passé sur la colonne C, ce qui va se passer dans la partie, mais on a aussi libéré la case C5 pour l'un des cavaliers, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, ça va bientôt arriver. Karpov a fini de ranger les sardines avec cavalier C1 dans cette position. Alors, je pense pas que ce soit son sens de l'esthétique, il a peut-être tout simplement rien trouvé de mieux à faire. Et ici, Kasparov a voulu finir avec style, il a joué C3. Bon, on se doute que tu aurais fait la même chose, Romu. Pour nous, les humains, avec un sens tactique moins élevé, on aurait probablement choisi tour B2, qui était beaucoup plus prosaïque, on va dire. Mais les grands joueurs comme Kasparov et toi choisissent de finir avec style, avec C3. Et donc après cavalier prend A2, C2, le pion est déjà arrivé très très loin. On peut voir l'idée de Kasparov dans la ligne suivante. Si tour C1, il avait prévu ici cavalier prend E5. Alors le cavalier n'est pas prenable, tout simplement parce que après la prise sur B1, tour prend B1, dame D2 ferait échec et mat. Et en cas de, après cavalier prend E5, en cas de tour prend C2, on pourrait avoir le coup fou G4, et à nouveau toutes les pièces noires commencent à converger vers le roi adverse, et ce sera bientôt terminé. Karpov a décidé de jouer dame D4. Bon, là, on a bien compris que c'est la fin de toute façon. Et après, pion prend D1, promotion dame sur échec. Roi prend D1 a été choisi. Et ici, cavalier C5, cavalier DC5, pardon, qui accepte l'échange des dames, mais seulement lorsque la partie est terminée. Puisque bien sûr, dame prend D8, tour prend D8, roi C2, cavalier F2 met fin à la partie. On voit arriver fou F5, qui fera même beaucoup plus qu'échec. Le mat est très très proche, par exemple, en cas de mouvement de la tour, fou F5 échec, roi B2, pour illustrer, on pourrait montrer cette variante-là, cavalier D1 échec, roi A1, et cavalier prend B3, échec et mat. On vous met au défi de trouver d'autres joueurs que Kasparov qui ont pu donner de telles leçons à Karpov. Ouais, c'est une partie vraiment mémorable et c'est une des plus belles parties de Kasparov et elle est d'autant plus jolie que, encore une fois, ça a été joué contre le deuxième meilleur joueur de l'époque. Donc, c'est une partie à connaître. C'est déjà pour la culture. Et aussi, lorsqu'on veut jouer l'Est indienne, on ne peut pas passer à côté de cette partie. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à vous la présenter et de façon à illustrer donc le dynamisme de Kasparov et l'esprit qu'il y a derrière l'Est indienne. Donc, c'est pour cette raison que on a souhaité avec Laurent montrer des joyaux comme ceux-là, mais aussi vous faire bien prendre conscience que lorsqu'on apprend une ouverture, ce n'est pas juste ouvrir un livre de théorie et d'apprendre tout par cœur et de réciter et de dire bon, c'est bon, je suis prêt, je peux jouer l'Est indienne, mais c'est aussi de regarder les parties de spécialistes comme Kasparov ici, de façon à s'imprégner un peu des types de positions, de l'esprit tout simplement, et on comprend que par exemple, en ce qui concerne l'Est indienne, sacrifier un pion pour ouvrir le fou G7, c'est quelque chose qu'on doit faire les yeux fermés. Le dynamisme avant tout, ne reculer devant aucun sacrifice. Lorsqu'on nous attaque une pièce, chercher à ne pas la bouger et essayer de contre-attaquer. Enfin, vraiment, c'est un entraînement de luxe pour le jeu dynamique et apprendre à essayer d'être le plus menaçant possible et de faire des parties alors, du même niveau que Kasparov, bien sûr que non, mais au moins dans le même esprit. Tout à fait. Bon, en tout cas, on est ravis à la fois d'avoir pu voir ces parties et puis de constater que tu retrouves ta jeunesse en tant que joueur d'Est indienne. On voit tes yeux briller et on comprend bien pourquoi quand on voit ces parties-là. On vous remercie de votre fidélité sur Échecs et Pédagogie. On vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à commenter plus que les bêtises que je dis, les parties, nous poser des questions si éventuellement on a passé sous silence quelques options. Vous comprenez bien que dans une vidéo d'1 heure ou deux, on ne peut pas absolument tout évoquer, mais on essaie d'être les plus pédagogiques possibles et de vous instruire au-delà de l'Est indienne, de vous instruire dans le jeu d'échecs dans sa globalité.
On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.